Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut! Heureuse de te retrouver pour un épisode en solo pour parler d'un sujet qui me passionne depuis longtemps, le storytelling. Ça fait longtemps que je crée du contenu sur les médias sociaux puis que je gère des communautés en ligne. Je l'ai fait pendant une dizaine d'années avec mon chapeau d'agente de communication dans le milieu municipal. Puis bientôt, depuis 4 ans, avec mon entreprise La Voisine. Puis il y a une chose que j'ai remarquée qui n'a jamais changé à travers toutes ces années-là, c'est le fait que les gens adorent se faire raconter des histoires. Puis là, je ne veux pas dire se faire raconter des histoires dans le sens négatif du terme, mais les gens adorent consommer, disons, des histoires. Je dis à travers toutes ces années-là, mais on s'entend que c'est pas d'hier que les histoires sont utilisées pour rassembler le monde. Parce que c'est ça un des pouvoirs d'ailleurs du storytelling, de rassembler. Le storytelling, c'est vieux, c'est très vieux même. Selon les spécialistes, là, les premiers récits sont apparus dès l'apparition du langage. Donc ça remonte à longtemps. On parle de l'histoire même de l'humanité. Je pense à Homère, l'auteur du livre L'Odyssée. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça. Moi, c'est un livre que j'ai eu à lire, un livre obligatoire d'ailleurs, que j'ai eu à lire dans le cadre de mes études au baccalauréat en histoire à l'UQTR. Je me rappelle dans le cours de l'Antiquité, l'histoire de l'Antiquité avec Monsieur Sonnet. Donc, je le salue, si jamais il m'écoute. C'est une œuvre qui raconte, dans le fond, la guerre de Troie puis les péripéties d'Ulysse, qui est le héros de l'histoire. Puis c'est un récit sous forme de poème qui a été transmis au fil des années par oral à travers ce qui est considéré comme un des plus beaux poèmes de l'humanité. Puis il semblerait même que les Grecs connaissent les 27 000 vers par cœur. Quand même. C'est beaucoup. Il y a 27 000 vers, là, je vous mets au défi d'apprendre ça par cœur. Donc, c'est pour dire que les histoires font partie de notre vie depuis toujours et bien plus longtemps que nous-mêmes. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, je te fais la référence de Jean de La Fontaine, ça doit te dire quelque chose. Les fables de La Fontaine, qui mettent en scène des animaux qui sont en réalité la personnification là, de personnes réelles, avec des caractéristiques humaines, où on va mettre de l'avant l'avarice, par exemple, la jalousie. C'est des récits qui permettent, sous une forme, disons, un petit peu plus distrayante, voire même parfois amusante, de transmettre des leçons de vie et des morales. Là, je pourrais allonger la liste encore très longue. Je pourrais évoquer la mythologie gréco-romaine ou toutes les autres mythologies. Je pourrais parler du conte des Mille et une nuits, des contes de Charles Perrault, des frères Grimm, la popularité aussi des troubadours qui racontaient des histoires dans les rues puis qui parvenaient aussi à tenir en haleine leurs spectateurs grâce à la puissance de leur narration. Aujourd'hui, les conteurs, c'est des entreprises, c'est des solopreneurs, c'est des leaders. On peut notamment penser aux politiciens qui utilisent les médias sociaux ou tout autre canal de communication pour faire adhérer les gens à leur cause, à leur idée, à leur vision du monde. Le storytelling, c'est pas juste un truc d'enfant. OK? Derrière les apparences de récits parfois enfantins ou innocents, on peut repenser aux fables de La Fontaine, se cache bien souvent une morale ou une leçon qui va nous amener à réfléchir, on le souhaite, puis peut-être même à l'appliquer dans notre propre vie. Des années 50 jusqu'aux années 70, le storytelling, c'était pas vraiment très développé au sein des entreprises. À ce moment-là, les entreprises tentaient de convaincre les consommateurs de la manière la plus rationnelle possible. Donc, à cette époque-là, dans les publicités, on mettait plutôt de l'avant les qualités d'un produit. Donc,
On vantait les caractéristiques techniques du produit. Si on prend l'exemple d'une vieille pub de pâte à dents, on focusait sur des arguments très traditionnels, comme par exemple, tu n'auras plus de caries, tu vas avoir des gencives en santé, tu vas avoir une haleine fraîche. Bon, les arguments qu'on connaît, on focusait beaucoup sur des faits descriptifs pour vendre nos produits. Mais à partir des années 70, à peu près jusque dans les années 80, le storytelling va vraiment connaître son premier âge d'or. Donc, c'est-à-dire que les entreprises vont plus seulement raconter ce qu'elles produisent, ce qu'elles font, ce qu'elles ont à vendre, mais elles vont plutôt maintenant expliquer pourquoi elles font ce qu'elles font. Un élément qui est nécessaire pour raconter d'ailleurs une bonne histoire. Pour ça, il faut réussir bien sûr à trouver son fameux « why ». Tu as peut-être déjà entendu parler de ce concept-là, le « why ». C'est un concept qui a été popularisé par Simon Sinek avec sa théorie du cercle d'or. Si jamais tu ne sais pas de quoi je parle, je t'ai mis le lien vers la vidéo de Simon Sinek qui est sous-titrée en français où il explique justement ce concept-là. L'art de raconter des histoires va vraiment vivre son triomphe depuis le milieu des années 90 aux États-Unis. C'est une technique narrative qui a rapidement gagné le marketing puis la communication. C'est une méthode qui s'est également très développée dans les domaines de la stratégie, de la gestion d'entreprise puis aussi du monde politique. En politique, le storytelling va s'imposer aux États-Unis avec Ronald Reagan, Bill Clinton, qui ont commencé à raconter des anecdotes personnelles dans leurs discours. Je pense aussi à des politiciens comme Barack Obama, comme Nicolas Sarkozy et même Donald Trump, qui ont aussi utilisé cette technique-là dans leur campagne à la présidence. Il y a déjà une étudiante qui m'a dit, dans un des cours au MOP du Cégep de Trois-Rivières, là où j'enseigne, elle m'a dit que le storytelling, c'était de la manipulation. J'ai vraiment envie d'aborder ça ici avec toi dès le départ parce que j'ai tellement trouvé ça dommage qu'elle voit le storytelling comme ça. Puis je le sais que quand je nomme Donald Trump comme exemple, ça peut avoir cet effet-là de rapprocher le storytelling à la tromperie, le mensonge, bref, à des éléments qui sont connotés très négativement. Faut pas oublier que le storytelling, c'est une technique. Donc, par définition, c'est une technique neutre. Donc, c'est vraiment juste l'usage qu'on peut critiquer, l'usage qu'on va en faire de cette technique-là. C'est une nuance hyper importante ici à prendre en considération. Parce que le storytelling, il peut être employé de manière éthique, de manière constructive, pour partager des expériences, transmettre des valeurs, éduquer même. D'un autre côté, c'est sûr qu'il peut aussi être utilisé de façon manipulatrice pour déformer des réalités, pour influencer des opinions de façon pas toujours honnête. Puis là, c'est à chacun d'entre nous de faire preuve de discernement dans l'interprétation des histoires qu'on va nous raconter, puis aussi dans l'intention derrière son utilisation. De mettre en scène sa vie personnelle, ça peut parfois induire en erreur, mais ça peut aussi bien créer une relation sincère avec l'autre. Pour moi, le storytelling, c'est pas de tromper le consommateur, surtout quand il est cohérent avec nos valeurs, avec notre identité et avec nos atouts. Il y a plein de situations où le storytelling peut être considéré comme un influenceur positif. C'est d'ailleurs le terme que j'utilise, là, l'influence positive. Surtout si l'histoire vise, par exemple, le bien commun ou le bien-être de personnes sans avoir d'intention malveillante. Par exemple, encourager quelqu'un à adopter des meilleures habitudes de vie ou inciter des gens à être généreux à une cause où la mission, par exemple, est de rendre disponible l'eau potable dans les pays en voie de développement. Quand je dis ça, je pense à Charity Waiter, qui est un OBNL qui poursuit justement cette mission-là. Puis c'est souvent l'exemple que je donne dans mes cours. Puis dans ces cas-là, on parle d'influence positive plutôt que de manipulation parce que ça suggère une intention qui est transparente puis bienveillante. Quand on s'en sert pour révéler l'âme collective d'une entreprise, moi je trouve que c'est favorable. Ça l'est beaucoup moins quand on se sert d'un mythe ou qu'on se sert de mensonges pour vendre un produit ou pour entraîner des gens dans des croyances politiques ou religieuses, par exemple. Mais il faut absolument arrêter de croire que l'histoire, l'utilisation de l'histoire, donc le storytelling, n'est que pure manipulation. C'est sûr que les histoires ne remplacent pas l'expertise,
Puis de ressentir des émotions, ça va pas non plus à l'encontre des arguments qui sont solides, des démonstrations ou des preuves. Le storytelling, c'est pas juste un truc pour bien parler ou pour charmer un auditoire, c'est pas un truc qui nous fait complètement arrêter de réfléchir. Ça peut aussi être un moyen de partager des idées, de partager sa vision du monde, de générer aussi du sens commun. Ça peut transmettre une petite touche spéciale dans la vie des gens pour émerveiller leur quotidien aussi. Puis ça, moi, je le remarque à travers les histoires de mes clients que je raconte sur les médias sociaux. Le meilleur exemple que je peux te donner, si tu veux le constater par toi-même, si tu veux voir comment une petite entreprise locale peut utiliser le storytelling pour connecter émotionnellement avec ses abonnés sur les médias sociaux, va voir la page Facebook de mon client, la boulangerie Le Grille-Pain du coin. Je t'ai mis les notes, je t'ai mis le lien vers cette page-là dans les notes de l'épisode. Puis, je pense aussi à Marie-Ève Drolet. Marie-Ève Drolet, une bonne amie à moi, qui sait user de storytelling, elle, de belle façon. Elle l'a notamment intégré dans sa section à propos de site web. Bon, elle, Marie-Ève, sa section à propos se nomme Marie, donc porte son surnom. Si tu veux aller zioter ça, je vais aussi te mettre le lien dans les notes de l'épisode. Ça va vraiment te donner une idée de comment on peut utiliser le storytelling de belle façon. En parlant de Marie-Ève, justement, je t'invite à rester à l'écoute pour l'épisode où je la reçois sur le podcast. Elle qui accompagne les organisations à la recherche de leur why, le fameux pourquoi. Ça va être vraiment un épisode super intéressant que j'ai adoré tourner. Ça va être diffusé le 16 avril prochain. Parce que le storytelling, c'est pas juste réservé aux big entreprises comme Apple, Ikea ou Nike. Utiliser le storytelling quand on est une petite entreprise locale ou un solopreneur comme moi, par exemple, ça peut vraiment faire des merveilles pour le marketing. D'après moi, n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, peut trouver un succès à travers le storytelling. Puis en 2024, c'est une des tendances les plus nommées par les experts du web pour se démarquer en ligne. Parce qu'il n'y a pas personne qui peut copier ton histoire. Ton histoire, elle t'appartient, elle est unique. Bon. C'est quoi exactement le storytelling, là? Je t'en parle depuis tantôt, mais on va aller un petit peu plus loin avec des petites définitions. Donc, premièrement, on pourrait traduire le thème par mise en récit. Donc, l'Office québécois de la langue française, elle, va même proposer le terme d'accroche narrative. Pour moi, le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire de façon authentique pour faire comprendre, faire aimer ou faire agir en touchant une audience. C'est mettre en récit des éléments pour marquer les esprits puis donner du sens. On peut faire du sens avec une histoire quand on la rattache à du vécu. Le storytelling, ça sert à créer un lien entre un consommateur puis une entreprise par une connexion émotionnelle. Parce que, je pense que je te cache rien, j'imagine que tu t'en es déjà rendu compte, souvent, ça arrive qu'on prend des décisions basées sur l'émotion. Hein? Pour certaines personnes, c'est juste après que les éléments factuels, disons, vont venir consolider une décision. En fait, on pourrait même dire que le storytelling fait passer les faits du côté de l'émotion. Quand les déclencheurs émotionnels sont proches du vécu de notre persona, donc de notre clientèle cible, il va se passer deux choses importantes dans le cerveau. La première, c'est que la personne va mieux se projeter dans l'histoire qu'on lui raconte. La deuxième, c'est que la personne va ressentir le vécu du personnage principal de l'histoire là, comme si c'était le sien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Puis ça, ça fait en sorte que cette personne-là qui consomme l'histoire va porter une attention beaucoup plus grande au déroulement de l'histoire, puis aussi, ça va avoir pour effet qu'elle va s'en souvenir des semaines plus tard, puis peut-être passer à l'action. Parce que le storytelling, un des grands pouvoirs du storytelling d'ailleurs, c'est de rendre le contenu, disons, plus mémorable. Pas juste le contenu, c'est de vous rendre aussi plus mémorable. Donc, les messages qui sont livrés sous forme d'histoire sont jusqu'à 22 fois plus mémorables que les faits. Le fait de raconter une histoire, ça stimule plusieurs zones du cerveau, puis ça va permettre la sécrétion de la dopamine. Ça, la dopamine, si tu te rappelles, là, c'est l'hormone qui est liée au plaisir. Donc, quand on se fait raconter une histoire, on est donc à la fois
plus mémorable et aussi souvent plus agréable qu'une méthode de communication plus conventionnelle, plus descriptive, qui se base un petit peu plus sur des faits. C'est donc de dire que le storytelling est une mi-science, donc qui fait référence au fonctionnement du cerveau, et mi-art, dans le choix de l'angle, dans le choix du ton, dans le choix du format. Et c'est la combinaison de ces deux facteurs-là qui vont faire la bonne histoire. Le but ultime d'une histoire, du storytelling, c'est de déclencher une réaction, de pousser à l'action, de faire adhérer à un projet. Mis à part l'adhésion, le storytelling fonctionne beaucoup aussi avec nos références. Donc, tout ce qui va faire écho à notre propre histoire, notre propre culture. Puis c'est ça aussi, quand ça vient toucher nos propres références, notre culture, c'est ça qui permet de créer un lien fort avec une entreprise, avec les personnes souvent derrière cette entreprise-là. C'est d'ailleurs une technique de communication qui est de plus en plus maîtrisée par les marques, les médias puis les créateurs de contenu et bien sûr qui est très utilisée dans la pub. Donc je pense aux publicités qui m'ont marqué, pense à ça, toutes les pubs qui t'ont marqué, il y a des bonnes chances que ça soit des pubs sous forme d'histoire, puis que tu te rappelles de nombreuses années plus tard. Puis là, moi, ça me fait penser aux publicités du bye-bye. Le bye-bye, c'est un peu notre Super Bowl à nous, les Québécois, en ce qui a trait aux publicités. À chaque année, on peut voter pour notre pub préférée qui, on va se le dire, raconte toutes des histoires. Donc, le bye-bye, là, à ce temps-ci, bon, là, on est en mars, ça fait pas si longtemps dans notre mémoire, on les a vus il y a pas si longtemps. Moi, à chaque année, j'aime particulièrement les pubs qui sont reliées à la famille du lait. OK? Si t'écoutes le bye-bye, t'as sûrement vu passer ça, ces pubs-là de la famille du lait. Moi, je les trouve excellentes. C'est souvent mes préférées. D'ailleurs, c'est celle qui a gagné, il me semble bien, cette année, en 2023. Parce que, pour moi, une bonne pub, une bonne publicité, ça dit pas d'acheter un produit. Ça fait plutôt adhérer à son histoire. OK? Puis quand on adhère à une histoire, on est plus enclin à acheter aussi le produit en question. Puis dans les exemples des publicités du bye-bye, on parle plus d'un storytelling de marque. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'on a construit une histoire autour d'un produit ou autour de clients. Dans le cas d'une histoire avec pour personnages principaux des clients, on va projeter une histoire à propos du client idéal pour que notre client idéal se sente concerné à la consommation de notre histoire. Dans le cas d'un produit, on va peut-être plutôt créer l'histoire du produit lui-même, OK? Puis on va l'accompagner de clients qui le consomment. Donc ça, c'est deux façons de faire du storytelling, puis c'est souvent les façons qu'on voit dans les pubs télé, OK? Entre autres, notamment, donc celles qu'on voit au bye-bye, pour nous les Québécois. Dans le cas des petites entreprises, puis des solopreneurs, on va miser plus sur du storytelling que j'appelle perso. Donc, c'est-à-dire, c'est du storytelling qui est lié à une personne, à un personal branding, où on va raconter l'histoire du propriétaire, par exemple, des fondateurs de l'entreprise, des employés, à travers un récit qui est authentique puis qui va se baser sur des valeurs. Puis c'est exactement là, moi, que je m'investis avec mes clients quand je crée du contenu à destination des médias sociaux. Et là, comment faire pour démarrer? OK? Parce que là, tu m'écoutes depuis tantôt, puis tu te dis peut-être « Hey, wow, c'est super hot le storytelling, j'ai le goût, moi, de raconter mon histoire, j'aimerais ça faire transpirer mes valeurs, j'aimerais ça utiliser cette technique-là dans mes communications, sur les médias sociaux ou ailleurs en ligne. Comment on fait pour démarrer? » Donc, le storytelling, faut savoir que ça demande d'abord vraiment une session de brainstorming, OK? En tant qu'entrepreneur, ta participation est vraiment indispensable, OK? Donc, c'est toi qui connais tes objectifs d'affaires, c'est toi qui connais les caractéristiques de ce que tu veux vendre, bien sûr. Donc, si tu n'es pas capable d'expliquer le but ultime de ta communication, tu vas avoir de la misère à démarrer ton storytelling. Pour t'aider, là, ça va vraiment te prendre quelqu'un qui est en mesure de te poser des questions pertinentes pour être en mesure vraiment de tracer le fil rouge de ton histoire. C'est rarement le fruit d'un travail là, d'une seule personne, OK, qui fait ça sur le coin de la table. On s'entend? Puis là, quand je dis le fil rouge de ton histoire, ça suppose une introspection. Donc, on va se poser des questions comme des grandes questions, comme « Qui suis-je? » Où vais-je? OK? Où je m'en vais? Pourquoi je fais ce que je fais? Le fameux « why » qu'on a parlé tantôt. Puis surtout, d'où je viens.
C'est vraiment cette introspection-là que j'aime particulièrement, moi, dans cette approche-là, qu'est le storytelling. Le fait qu'on n'ait pas besoin d'aller scruter ce que nos concurrents font ou disent, qu'on n'ait pas à se comparer aux autres. On n'est pas dans une logique de compétition ici, on est plutôt dans une logique de retour vers soi. On pourrait dire qu'on est vraiment dans l'inverse d'une traditionnelle analyse de la concurrence. Donc, si tu fais partie des personnes qui ont fait ou qui est en train de faire ces cours en lancement d'une entreprise, ça se peut que on te demande, ben pas ça se peut, on va sûrement te le demander parce que, bon, j'ai déjà enseigné au cours lancement d'une entreprise, les cours de marketing, les cours de marché, puis on demandait aux étudiants de faire leur fameuse analyse de la concurrence, leur grille d'analyse de la concurrence, et ça suppose d'aller se comparer aux autres pour voir qu'est-ce que les autres font. Et là, ici, quand on veut construire notre storytelling, on se base vraiment plus sur nous. OK? Donc, on se ressent vraiment plus sur nous. Donc, on va aller faire des liens avec notre passé, avec notre présent, puis aussi envers notre futur, OK? Notre vision future. L'idée, c'est de trouver le sens d'abord pour soi-même, OK? De ce qu'on fait, pour être en mesure ensuite de donner ce sens-là, de transmettre, si on veut, ce sens-là aux autres. Mais il faut d'abord le trouver. Premièrement, c'est sûr, il faut l'identifier, ce sens-là. Il faut qu'il fasse du sens pour nous, bien évidemment, parce que si c'est pas le cas, OK, on va avoir de la misère à le communiquer, on va avoir de la misère à le faire transpirer dans nos communications, dans nos histoires. Ça, c'est super important. Puis aussi, de revisiter son passé, ça va supposer de revoir les étapes importantes de notre vie, ce qui nous a profondément marqué, des personnes peut-être aussi marquantes qui ont croisé notre chemin. Puis ça va nous obliger, en fait, à décider des éléments qu'on va conserver dans notre histoire. Bref, des éléments qu'on va vouloir raconter ou pas. Parce que c'est bien beau de mettre le doigt sur les moments marquants de notre vie, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va toutes les raconter aussi. On va faire des choix à travers tout ça. Donc, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Puis, il faut aussi respecter ce qu'on est prêt à raconter ou pas. Quand on a tout déterré ça, c'est là qu'on va intégrer les différents éléments d'une trame narrative, OK? Puis qu'on va créer une stratégie de contenu. Ça, dans le day-to-day, l'idée, c'est de réussir à faire des liens entre ce que tu vis, OK, dans ton quotidien, tes valeurs, puis le pourquoi de ton entreprise. OK? Le petit fil rouge là, dont je te parlais tantôt, là, on va tout relier ça ensemble. OK? C'est super important pour que ce soit cohérent, puis pour que ça fasse du sens. OK? D'abord pour toi, puis que tu sois capable de le transmettre ensuite aux autres. Pour terminer, je t'informe qu'en avril prochain, je lance un tout nouveau service d'atelier de co-création qui est destiné aux petites entreprises puis aux solopreneurs qui aimeraient ça briller de leur personnalité puis qui aimeraient ça être en mesure d'identifier leur histoire pour pouvoir la raconter de façon authentique sur le web. Si jamais ça t'intéresse ou si ça pique ta curiosité, je t'invite à t'inscrire à ma liste d'attente. Le lien est dans les notes de l'épisode. Puis tu pourras être parmi les premières personnes au courant des détails puis des places disponibles. Je vais vraiment être en mode bêta au printemps. Donc, si tu veux profiter de cette première version qui va être à prix réduit, n'hésite pas à t'inscrire. J'espère que cet épisode-là t'a plu, que j'ai réussi à te partager ma passion pour le storytelling. Si jamais ça a piqué ta curiosité ou si ça a suscité peut-être même des questions, tu peux toujours m'écrire, ma porte est ouverte, puis ça va toujours me faire plaisir de jaser de storytelling avec toi. Mon prochain invité dans 2 semaines, le 19 mars pour être précis, je vais recevoir Sébastien Gauthier, un boulanger punk qui a décidé d'ouvrir sa boulangerie, le Grille-Pain du coin, dont je te parlais tantôt. Lui, dans le fond, il a ouvert sa boulangerie, en fait, en plein cœur de la pandémie, pour pouvoir travailler dans une entreprise à son image, qui lui permet d'être 100% lui-même, sans avoir à cacher ses tatous puis son mohawk multicolore. C'est vraiment une super de belle jase que j'ai eue avec Seb, qui est mon client, puis que je salue d'ailleurs. Donc, le 19 mars, je reçois Sébastien Gauthier. Je suis pas mal sûre qu'il va t'inspirer de par sa quête d'authenticité puis sa façon de pouvoir le livrer dans ses communications. Donc, j'ai bien hâte de te faire écouter ça. Je te dis à bientôt. Salut! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. Tu
comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.